Salut les aventuriers du temps. Vous aimez les vieilles bâtisses, les décapitations ou encore les chutes de pierre? Vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on part à la découverte d'un lieu totalement épique, la forteresse de Montbazon. En plein cœur de la Touraine, non loin de Tours. La ville, bref. On parle d'un château? Non, mieux. Une des plus anciennes forteresses de France encore debout. Dans cette vidéo, on va parler de chevaliers, de seigneurs rebelles, d'épées, de catapultes, mais aussi d'ateliers médiévaux, de batailles historiques, et de quelques anecdotes bien croustillantes. C'est parti pour un voyage dans le temps qui décoiffe. Tout commence au Xe siècle, quand un certain Foulques Néra, comte d'Anjou, décide de renforcer son territoire. Et Foulques, c'est pas un tendre. C'est un guerrier redouté, un stratège, et surtout un mec qui aime les grosses pierres. Il fait bâtir la première motte castrale ici, sur ce promontoire stratégique, pile entre la Loire et la Vienne. Vers 991, il fait ériger ce qui deviendra l'un des premiers donjons en pierre de France. C'est une révolution. À l'époque, la plupart des fortifications sont encore en bois. Là, c'est du lourd, du durable, du médiéval badass, en bonne grosse pierre. Vous vous attendiez à mieux avec les grosses pierres? Ne vous en faites pas, ça va venir. En attendant, je vous laisse avec Jordan, qui en parlera bien mieux. Foulques avait fait brûler sa femme en guise de divorce à l'amiable. Non, mais elle l'a demi-mérité. Non, je m'explique. Un jour, Élisabeth de Vendôme, la femme du Faucon Noir, accoucha d'une petite fille. Super événement. Ça n'a pas plu à Monseigneur. Ah bah non, lui il voulait un fils pour prolonger sa lignée. Alors il ne vit qu'une seule explication à tout ça, c'est que sa femme l'avait trompé. Logique. Alors, pris de rage, il rentra chez lui, dans son château à Angers. Il emmena sa femme sur la place publique et la fit brûler, créant ainsi la première femme au foyer. Et dans le feu de l'action, si j'ose dire, il a aussi fait brûler une bonne partie de la ville. Mais ça, on n'est pas sûr qu'il en ait fait exprès. Alors on lui pardonne. La première de ces fortifications en pierre, qui se tient aujourd'hui devant vous, car j'ai tout de même le plaisir de vous annoncer que nous sommes actuellement réunis au pied du plus vieux donjon de France. Et ça, c'est la classe. Oh oui, c'est pour toi. Alors, il faut savoir que ce donjon a été bâti entre 991 et 996. Donc il a plus de 1000 ans. Et à sa construction, il mesurait tout de même 38 mètres de haut. À sa construction. Parce que ça, malheureusement, au bout de 1000 ans, c'est inévitable. On prend des rides, on se passe. Aujourd'hui, il n'en fait plus que 28. Bon, ce qui reste correct, attention, oui. Mais, s'il a perdu ses 10 mètres, c'est pour deux raisons essentielles. La première, son dernier étage était en bois. Il n'a pas tenu dans le temps. Et la deuxième raison qui va nous intéresser, c'est la statue que vous voyez juste là-haut. Cette statue de la Sainte Vierge, vous le voyez, n'est pas vraiment médiévale. Pas du tout. Elle a été placée ici en 1866 par l'abbé Chauvin, car ici, nous sommes sur la route de Saint-Jacques de Compostelle. L'idée étant donc d'attirer les pèlerins, grâce à la statue, et également sauver le donjon, puisque maintenant, ça en fait un édifice qui est associé à la religion, donc on le détruit. Alors, je comprends l'idée. Le cadeau même est généreux. Un poil trop généreux. Cette statue mesure 9 mètres 50 de haut et pèse pas loin de 10 tonnes. Tout ça posé sur l'angle de mon donjon. Donc, comment vous dire que sur le plan architectural, c'était pas l'idée du siècle. Ça a causé quelques dégâts qu'on verra bien mieux lorsqu'on sera à l'intérieur du donjon. Mais la forteresse, elle n'est pas juste là pour faire joli. C'est un point militaire stratégique, une zone de tension entre les comtes d'Anjou et les comtes de Blois, puis entre les rois de France et d'Angleterre pendant la guerre de 100 ans. Résultat, Montbazon sera assiégé, prise, reprise, restaurée, améliorée, bref, une vraie star de la guerre médiévale. Les souterrains que nous venons de traverser, il faut savoir qu'à la base, c'était une carrière de pierre. C'est d'ici qu'ont été extraites une bonne partie des pierres qui ont servi à la construction du donjon, et c'est seulement par la suite que le tout a été retaillé pour devenir les souterrains qu'on connaît aujourd'hui. On estime qu'à la base, il y avait environ une dizaine de kilomètres de souterrains qui parcouraient tout Montbazon sur 2 étages. Malheureusement, avec le temps, une bonne partie a été comblée,
Certains accès se sont même effondrés eux-mêmes. Il ne reste donc plus que la petite partie que nous venons de traverser, tout du moins pour ce qui est accessible depuis la forteresse. Mais également, lorsque les ouvriers ont creusé la carrière, ils sont arrivés dans cette cavité qu'ils ont laissée telle qu'elle, et c'est tant mieux, parce que ça nous a permis d'y installer une pièce qui est très connue. Et au risque de vous décevoir, je suis désolé, mais non, ceci n'est pas une salle de torture. Oui, non, je sais. Non, tout simplement parce qu'en fait, le mot torture n'existe pas encore au Moyen-Âge. Il n'apparaîtra que plus tard, au XVIe siècle. Avant ça, on parle plutôt d'une chambre de justice seigneuriale. C'est joli, hein? C'est la même chose. On est ici dans le bureau du bourreau. Et le bourreau, j'aimerais qu'on s'arrête dessus un petit instant, puisque la fiction nous en a dépeint un tableau extrêmement sombre, que j'aimerais essayer de redorer avec vous aujourd'hui. On est d'accord que le bourreau nous est quasiment toujours décrit comme un barbare sanguinaire et écervelé. Que ce soit dans la littérature, dans les films ou dans la fiction, c'est souvent le tableau qu'on nous en dresse. Eh bien, c'est honteusement faux. Déjà, il faut savoir que le bourreau ne choisit pas son métier. C'est un métier qui lui est imposé. Soit qu'il en hérite de son père, soit que ça va être imposé par un seigneur. Donc, quand on sait en quoi ça consiste et qu'on l'a pas choisi, ça fait un peu froid dans le dos. Et également, une bonne partie des bourreaux étaient loin d'être bêtes. Loin de là. Puisque certains bourreaux savaient lire et écrire, contrairement à 90% de la population de l'époque. Ils avaient besoin de lire les ordres qu'on leur donne, d'écrire les informations qu'ils obtiennent. Et également, certains avaient de très bonnes connaissances en anatomie. Bah ouais. Ah bah, déjà, ils ont appris sur le tas, hein. Mais surtout que, au besoin, un bourreau va pouvoir réduire des fractures, des luxations. Il va pouvoir pratiquer des amputations, voire même des opérations ouvertes. En un mot comme en 100, un bourreau pouvait vous sauver la vie. Je trouve donc honteux, aujourd'hui, de le réduire à l'appareil d'un barbare avec une cagoule et une hache. D'autant plus que la cagoule, excusez-moi, mais non. La cagoule au Moyen-Âge pour un bourreau, comment vous dire? On a un bourreau par ville à cette époque. Et encore, c'est quand on en a un. Donc tout le monde sait qui c'est, à tel point qu'il a des avantages dans la société. Alors, lui mettre une cagoule pour dissimuler son identité, c'est aussi utile que d'offrir des baskets à un cul-de-jatte. Et pour ce qui est de la hache, c'est pareil. La décapitation, c'est une mise à mort de noble. Ça se fait à l'épée d'exécution, avec d'ailleurs une coupe horizontale. Sauf quelquefois en Angleterre où ils ont fait ça à la hache. Mais bon, c'est des Anglais, c'est pas des gens civilisés, ça compte pas. Humour médiéval. Mais malgré tout ça, si le bourreau vous amène ici, je suis bien d'accord que ça va pas être pour vous soigner. Dans un premier temps, il va vous présenter ses outils. Il va vous expliquer comment ils fonctionnent, comment ils pourraient fonctionner sur vous. Et généralement, ça suffit à délier toutes les langues. Généralement. Car il arrive toujours qu'il y en ait des plus coriaces que d'autres, auquel cas, c'est l'hymne à la cruauté, un autel dressé au culte de la barbarie, avec par exemple, juste devant nous, la table d'élongation. Et là, on va commencer à se marrer. Alors, sur la barre qui est ici, on vient bloquer les chevilles. Sur la barre qui est de l'autre côté, amovible, on bloque les poignets, effectivement. Et en un tour de manivelle, on va vous faire gagner quelques centimètres. Et c'est comme ça que les petits deviennent des grands. Mais il arrive aussi parfois que les tendons soient comme papy, font de la résistance. Alors, le bourreau pouvait venir avec son couteau sectionner quelques tendons pour vous rallonger jusqu'à une vingtaine de centimètres supplémentaires, ce qui fait une sacrée différence, croyez-moi. Mais également, ici, posé sur la table, il y a le pal. Ou le bouc à sorcière, ou le berceau de Judas, la pyramide, ou ça a beaucoup de noms. En un mot commençant, c'est un tabouret. On assoit notre prisonnier, on laisse faire la gravité, puis comme disent les jeunes, ça déchire. Une invention qui est restée dans les annales de l'histoire. De l'histoire. Mais également, en descendant, vous avez peut-être remarqué mes deux chaises. La première, celle avec des clous, ça s'appelle une chaise à clous. C'est comme le petit donjon, ça. Alors l'utilisation est aussi simple que son nom. On assoit sa belle-mère, un prisonnier, dessus.
Et c'est tout. J'ai un ami qui dit l'essayer, c'est l'adopter. Mais à côté, il y a une autre chaise, beaucoup moins intuitive, celle avec une corde, c'est la chaise à garrotter. Alors, une fois qu'on a installé notre prisonnier dessus, on va y passer la corde autour du cou, et derrière, au niveau de la nuque, il y a un taquet en bois qui vient tenir les cervicales. Plus on va serrer la corde, plus ça va les maintenir. Et si ça fait crac, c'est trop maintenu. Alors, malheureusement, tout de même, il faut garder en tête que cette chaise-là était encore utilisée il y a moins de 50 ans, en Espagne, sous Franco. Donc, quoi qu'on en dise, la torture, ça n'a pas tout à fait encore disparu d'aujourd'hui. Voilà comment on pète l'ambiance, hein. Donc bon, entre mes chaises, mes tabourets, mes tables, dans 2 minutes, on ouvre un magasin de meubles. Alors quand je pars en vacances, il me faut une gamme de voyage, bien plus transportable. Et là-dedans, on va trouver par exemple, tiens, ceci. Alors dans le fond, je sais pas si vous arrivez à voir, ça, ce sont des fers. Donc pour ainsi dire, des menottes. On va bloquer généralement les chevilles de ce côté-là. On met ça dans la barre, un verrou, et ça bouge plus. Donc là, il n'y a rien de très vicieux, hein. Pour vous dire, on l'utilise encore en soirée, hein. Mais si ça, c'est pas très vicieux, c'est pas le cas du prochain. Et là, je vous préviens tout de suite, on arrive sur mon petit préféré. Ici, je tiens un simple crochet. Alors, comme ça, il n'est pas spécialement impressionnant, hein. Mais alors, il fait des miracles. Déjà, ce crochet, on peut le faire chauffer, donc c'est bien. Puis, on va venir l'insérer par voie nasale. Vous avez eu peur, hein? Une fois qu'on en est là, on touille. Et la vérité sort toute seule. La vérité, oui, mais pas le crochet. Alors, sur un geste ferme mais délicat, je viens récupérer mon crochet qui va ressortir accompagné de quelques morceaux de matière grise, sous forme de verre. D'où l'expression « tirer les verres du nez ». Et effectivement, ça nous vient de là. Et également, il existe la variante « tire-bouchon ». Oui, l'utilisation est plus ou moins la même, c'est le mouvement qui va changer. Hein. Mouvement que malheureusement je ne tiens pas très bien, puisque suite à ce qu'on a dû appeler un incident, j'ai plus le droit d'utiliser sur les visiteurs. Mais bon, dans tous les cas, si on vous accueille dans une cave, en Touraine, avec un tire-bouchon entre les mains, bah c'est normal de repartir avec un petit coup dans le nez, non? Et pour finir, ici, ça, c'est le bel outil. Ça, c'est pour les noix. Pas les fruits. Là, ça s'appelle une égrappeuse. Donc l'égrappeuse, elle sert à retirer les grappes. Le bourreau vous accueille, grand sourire. Bonjour monsieur. Au revoir madame. Mais comme il en faut pour tout le monde, ça fonctionne aussi sur les poitrines. Ah, ça rigole moins d'un coup là, hein. Un petit peu d'égalité dans ce bas monde, tiens. Alors, quand même, rassurez-vous, hein. La plupart des outils de torture, de manière générale, je pense qu'il est bon de préciser qu'ils n'étaient pas utilisés régulièrement. Loin de là. Généralement, on va surtout jouer sur la peur pour obtenir nos informations. Tout ça ne sera utilisé qu'en dernier recours. Et ici même, on ne torture même pas les gens. Ben non, je vous l'ai dit, le mot torture n'existe pas encore à l'époque. La forteresse de Montbazon n'est pas non plus un monument figé. Non, non. Aujourd'hui, c'est un véritable parc médiéval vivant. Tu veux forger ton propre couteau, comme un vrai forgeron, c'est possible. Tu veux apprendre à tirer à l'arbalète, vas-y Robin des Bois. Tu veux écrire ton prénom en calligraphie médiévale, faire de la poterie, du tissage, ou t'initier au maniement de l'épée, c'est open bar médiéval ici. D'ailleurs des bars, il y en a, mais je vous laisserai le découvrir par vous-même. Afin de vous remercier d'être de fidèles sujets de votre seigneur, lorsque vous entrez dans la forteresse de Montbazon, on vous remet quelques pièces qui vous permettront de découvrir les différents métiers du Moyen-Âge. Tu veux encore plus de frissons? La forteresse organise des visites nocturnes à la lueur des torches, avec des contes, des légendes, et peut-être même quelques esprits qui ont encore les lieux. Donc attention la tête. Si ça s'appelle un couillard, c'est parce que c'est l'évolution du trébuchet. Un trébuchet, c'est constitué d'un mât, d'un contrepoids. Le couillard, un mât, un contrepoids de chaque côté. Je vous laisse méditer à pourquoi
Est-ce qu'on appelle ça un couillard? Allez, on passe en mode anecdote What the Fortress. Fulkenera, le bâtisseur, aurait fait pénitence à Jérusalem pieds nus parce qu'il s'en voulait d'avoir brûlé un peu trop de monastères. Le donjon actuel, haut de 28 mètres, a été partiellement reconstruit au XIXe siècle avec des techniques médiévales retrouvées, un chantier de fou, presque à la main. Et certains racontent même qu'il y aurait eu un alchimiste planqué dans la tour au Moyen-Âge. Bon, on n'a pas trouvé la pierre philosophale, donc le mystère reste entier. Tu veux visiter? C'est hyper simple. La forteresse de Montbazon est ouverte de mai à novembre, avec plein d'animations pendant l'été. C'est idéal en famille, entre potes ou même en solo pour un bon bain d'histoire. Et cerise sur la catapulte, il y a souvent des festivals, des banquets médiévaux, des marchés d'artisans, bref, une ambiance de fou. Alors, tenté par une immersion 100% Moyen-Âge, la forteresse de Montbazon, c'est plus qu'un site historique. C'est un voyage dans le temps vivant et passionnant. Si cette vidéo t'a plu, lâche un like, abonne-toi et dis-moi en commentaire si tu préfères être un chevalier, forgeron ou mage alchimiste. A bientôt pour une nouvelle aventure historique et épique.